T'as genre les mecs qui vont à Dubaï et qui se filment devant des Lamborghini, ça marche. Moi, mon Dubaï et ma Lamborghini, c'est la liberté. Lui, c'est Antoine BM. Avec 10 ans d'expérience sur YouTube, plus de 180 000 abonnés et 1200 vidéos postées à son actif, c'est sans doute l'entrepreneur français qui a le plus créé sur la plateforme. Je serai jamais une superstar et ça me va, tu vois. C'est plus essayer de durer et de rester pertinent sur la durée. Il a réussi à fédérer une audience ultra qualifiée qu'il suit depuis des années et qui achète ses produits sans jamais abandonner. Et pendant 1 heure, il nous a tout révélé. Comment se lancer sur YouTube? Il faut que tu trouves en fait une source d'attention qui soit supérieure à toi et ta notoriété, parce que t'en as pas encore. Comment générer de gros revenus, même avec une petite chaîne qui fait seulement quelques centaines de vues? Le créateur le plus efficient en termes de ratio nombre d'abonnés revenus faisait à peu près entre 400 et 600 vues par vidéo et qui générait. Et comment tenir sur la durée sans jamais baisser les bras? Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir comment vous faire un nom sur YouTube cette année. YouTube, tu peux vraiment avoir 2000 personnes qui te suivent tous les jours pendant 10 ans, tu vois. C'est incroyable. Toi, en termes de nombre de vidéos que tu as postées, voilà, la durée de vie depuis combien tu es là, je pense que tu es un mec qui est des plus réguliers et anciens sur la plateforme. Est-ce que par moment, tu as eu l'impression de tourner un peu en rond? Comme le contenu, c'est un peu, on fait des trucs, on apprend des trucs, on les partage. Ouais. Donc, tu vois, j'imagine qu'il y a un équilibre à trouver. Est-ce que des fois, tu vois, tu as l'impression de dire, bon, bah là, je me répète et tout, il est temps d'aller vivre de nouveaux trucs avant de les re-raconter ou... Souvent, je me fatigue plus vite sur le format que sur le contenu. Ça me dérange pas de répéter la même chose quand c'est important et quand je vois que les gens n'ont toujours pas appliqué. Ouais. Et donc, en fait, il y a des trucs, ça fait genre 5 ans que je l'ai dit, et j'ai l'impression que c'est toujours aussi révolutionnaire pour les gens qui le découvrent aujourd'hui que ça a été il y a 5 ans, tu vois. Genre les petits produits, par exemple. Tu vois. Les gens ont les mêmes problèmes aujourd'hui de se lancer, essayer de créer des formations qui sont beaucoup trop lourdes, beaucoup plus trop compliquées, ça les dégoûte du truc, ils n'arrivent pas à la finir. Ouais. Et découvrent les petits produits et ça rend tout beaucoup plus facile, quoi. Donc j'ai pas de problème avec le fait de le répéter. Et après, moi, tu sais, je suis là depuis longtemps et j'ai envie d'être là encore longtemps. Donc je suis moins dans un rush de c'est quoi la next step, ok, c'est quoi le prochain gros projet. Je sais que, tu vois, je serai jamais une superstar et ça me va, tu vois. C'est plus essayer de durer et de rester pertinent sur la durée. Et ça, pour moi, ça se fait plus par le discours, qu'est-ce que tu racontes, comment tu mets à jour tes méthodes, plutôt que par le fait de devoir toujours se réinventer constamment, quoi. C'est fatigant de se réinventer toujours. Je l'ai fait pendant des années et tout, j'ai essayé de chercher de nouveaux formats et tout, mais à un moment où... Qu'est-ce que tu avais testé un petit peu? Tous les formats, j'ai fait du podcast quotidien, j'ai fait de la newsletter quotidienne, j'ai fait du Reels, Short, TikTok. Ouais, j'ai vraiment tout ce qui est possible, même du live. J'ai fait du live quotidien, vraiment une matinale tous les matins pendant un mois. Ah ouais, ça doit être chaud à tenir, ça. Ça, la difficulté aujourd'hui, c'est que tu as tellement de formats qu'il faut être capable d'en choisir un et de le tenir, quoi, sans se laisser attirer par les sirènes. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que je me demandais. En fait, toi, comme tu as des formations sur pas mal de canaux différents, tu vois, tu as la formation YouTube, Insta et tout, et qu'à la fois, faut choisir un truc et le poncer. Est-ce que parfois, tu as la sensation que dans différents contenus ou différentes pubs que tu vas faire, les trucs vont rentrer en conflit? Est-ce que ça, c'est un vrai truc ou... Maintenant, j'essaie de faire des produits qui sont complémentaires, tu vois. Ouais. Par exemple, le gars peut se lancer sur Instagram et faire des reels pour se faire connaître rapidement. Ouais. Et ensuite, il aura envie de se mettre sur YouTube. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on voit. Et donc, les deux formations seront complémentaires, tu vois, où tu lui dis tu peux faire les deux en même temps ou tu peux faire l'un puis après l'autre. Et en fait, c'est pas incompatible. Après, oui, si tu fais tous les formats, les gens vont pas faire tous les formats. Ouais. Et tu vas plus cibler. Si je fais une formation LinkedIn, ce sera vraiment pour les gens qui font du LinkedIn, quoi. Ouais. Ce sera pas pour tout le monde. Ouais, je vois. Et du coup, dans le côté, répéter les mêmes trucs, est-ce que du coup, les gens qui t'écoutent, t'as l'impression qu'en fait, il y a un roulement, un renouvellement, et du coup, toi, peut-être que tu répètes le truc pour la 5e fois, mais en fait, lui, c'est la première fois qu'il entend? Ouais, beaucoup. Et puis les gens, ils oublient, tu vois. Toi, tu le sais parce que c'est toi. Mais en fait, les gens, ils suivent plein de créateurs, ils s'en vont, ils reviennent, ils regardent pas toutes tes vidéos. Il y en a de nouveaux qui arrivent. Donc, tu sais, t'as des gens, ils ont fait une carrière entière sur un concept. Hein. La Glucose Goddess, là, Glucose Révolution, elle a 5 hacks. Ça fait, ça va faire 4 ans qu'elle en parle. Elle a fait un livre best-seller, elle fait des posts tous les jours dessus. Elle sort un truc à la télé et tout. Elle toujours la même chose.
Mais en fait, pour toucher le plus de monde possible, elle va dire de plein de manières différentes. Moi, j'aurais peur de me saouler moi-même, tu vois, en disant ça, et de plus prendre de plaisir. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu, tu vois, entre notre besoin de nouveauté et ne pas sacrifier les trucs qui marchent, en fait. Parce que parfois, on tient un truc qui est vraiment puissant, on fait genre une petite formation, une petite vidéo dessus, et hop, c'est bon, terminé, next, quoi. Alors qu'en fait, on tient un truc qui a un potentiel révolutionnaire. Il faut faire attention à pas les lâcher trop vite, en fait, ces trucs-là. Et donc se dire, ok, il y a des trucs que je garde, ça va être un peu le socle de ma méthode, je vais les mettre à jour, etc. Je vais les garder longtemps. D'ailleurs, tu peux les mettre à jour dans tes formations, faire des nouvelles mises à jour en ajoutant des trucs et tout. Et après, il y a ta zone d'exploration, tu vois, la zone où tu vas vraiment innover, aller chercher des trucs bizarres, tester des trucs que personne n'a testé et tout. La plupart du temps, ça va pas marcher. Mais c'est bien d'avoir les deux, tu vois, les socles sur lesquels tu sais que ça marche, ça fait des années que t'en parles, t'as expérimenté plein de trucs, etc. Et là-dessus, t'es dans ta zone d'expertise. Et la zone d'exploration où tu vas chercher des nouveautés, quoi. Toi, c'est quoi un peu l'équilibre, enfin, comment tu gères le truc Je sais pas, j'essaye... En fait, j'ai des modes pilote automatique. En fait, je passe pas mon temps à réfléchir à mon activité, tu vois. Il y a des moments où je suis dans d'autres phases de ma vie où je pense à d'autres trucs. Dans ce cas-là, je suis plus en mode pilote automatique, je me concentre sur les basiques. Et des phases dans lesquelles je suis en pleine exploration, et dans ce cas, j'essaie d'innover pas mal. Ouais, d'accord. Typiquement, j'ai cru comprendre que tu préparais un tour du monde. Ouais. Comment tu vois le truc pour maintenir en fait ton activité, qui fait aussi la vie. Comment, je sais pas comment. En fait, j'ai réalisé que mon activité elle était totalement compatible avec le voyage, quoi. J'ai réussi à préserver ce truc-là, tu vois, qui est je travaille 2 heures par jour, j'ai pas de call quasiment. Un call par semaine, j'ai pas de rendez-vous et je peux tout faire depuis un laptop ou un iPad, quoi. Donc en fait, je peux travailler dans les chambres d'hôtel, je peux travailler dans les cafés et c'est comme ça que j'ai commencé. Tu vois, j'ai commencé à gagner ma vie, j'étais au Sri Lanka. Je travaillais le matin dans mes chambres d'hôtel, dans mes guest house et je faisais des vidéos sur la plage. Et en fait, c'est trop bien, tu vois, parce que quand tu voyages, ça te fait déjà, ça donne plein d'idées parce que tu passes beaucoup de temps seul. Je vais partir tout seul, tu vois. Donc t'as le temps de processer l'information. Ouais. Tu vois beaucoup de choses différentes, donc ça stimule ta créativité. Et en plus, ça te fait une sorte de direction artistique pour ta chaîne qui est sympa, quoi. Tu fais une vidéo sur les tunnels de vente devant les statues de l'île de Pâques. C'est plus cool que juste dans un bureau sur un fond blanc, quoi, chez toi. Ouais, et puis je trouve qu'il y a une forme d'authenticité où tu incarnes ce que tu vends en mode... moi, mes méthodes servent à avoir un business minimaliste qui te permette de vivre de partout. Et la vidéo où je te raconte ça, je suis littéralement devant une plage ou un truc. Ça, je trouve que ça marche bien, surtout quand on sent que c'est pas forcément calculé, quoi, que c'est... Ouais, complètement, ouais. T'as genre les mecs qui vont à Dubaï et qui se filment devant des Lamborghini, ça marche. Moi, mon Dubaï et ma Lamborghini, c'est la liberté, tu vois, c'est de pouvoir être en voyage dans des petites chambres d'hôtel, sur les plages et tout. Et c'est vrai que ça marche très bien, ouais. Ça inspire les gens, quoi. Est-ce que parfois, du coup, t'as... Parce que là, ça devient ton quotidien, tu vois, ça devient ta réalité. Je pense que pour beaucoup de gens qui sont dans un taf et tout, c'est incroyable, tu vois, ça. Mais après, toi, une fois que ça devient ton quotidien, j'imagine que tu t'habitues aussi à ça. Est-ce que parfois, tu te lasses du truc, tu vois, de cette liberté-là, et t'oublies la valeur que ça a ou pas forcément? Ouais, tu te réveilles pas tous les matins en te disant c'est génial, je kiffe ma vie et tout. Mais c'est bien de se le rappeler régulièrement quand même. En fait, tu te le rappelles souvent quand tu rentres en contact avec la vie des gens normaux, entre guillemets. Qui vont, je sais pas, tu vois, qui quittent le boulot à 18h, qui se lèvent tôt le matin, qui prennent le métro, etc. Et quand tu discutes avec ces gens-là, tu te dis quand même j'ai du bol. Ouais. C'est une réflexion, moi, que je me fais un peu... Tu vois, en 2 mots, moi, j'ai un passé ingénieur. Ouais. Bon, ça m'a saoulé. Enfin, c'était... Vraiment, je détestais le truc. Donc, je suis parti sur des métiers créatifs, l'image, la vidéo, faire des trucs qui me font kiffer. Quand j'ai eu mes premiers clients, c'était une explosion de joie, tu vois, attends, là, le mec me paye pour que je fasse un truc que j'aurais pu faire gratos parce que ça me fait kiffer. Et là, ma journée, je me rappelle les premiers clients où on allait tourner des vidéos en montagne et tout. Je me disais, mais en fait, voilà, j'ai pas l'impression d'être au taf. Après, les années passant, enchaînant les projets et tout, t'oublies un peu le truc. Des fois, tu vois, je vais en tournage et tout, en mode, bon, bah, c'est normal, je vais taffer. Ouais. T'as oublié la saveur du truc.
temps en temps, il y a une petite piqûre de rappel. Tu vois, hier, je prenais le train, je vois un mec à côté dans le train en train de faire un PowerPoint et là, ça me fait un effet Madeleine de Proust. C'est sur son vieux PC ThinkPad là. Ouais, exactement. C'est très efficace, je trouve. Et là, Madeleine de Proust de ah oui, ça y est, je me rappelle à quel point je détestais et du coup, un peu regratitude du truc. Mais effectivement, moi, j'essaie toujours, tu vois, de me reconnecter à pourquoi, voilà, la gratitude de ça. Et ça m'intéressait de voir comment toi, tu le faisais aussi dans un lifestyle très, qui a l'air très cool, mais à la fois, je pense que tout lifestyle, on s'y habitue aussi. Ouais, bien sûr. Le tour du monde, au bout d'un mois et demi, j'en aurais déjà marre, tu vois. C'est presque plus un défi qu'un plaisir, tu vois. Ça va être, je sais très bien que ça va être pas le bonheur tout le temps et tout, mais c'est une expérience qui est intéressante. Tu sais, tu pars genre 5 mois, t'as l'impression que ça a été toute une période de ta vie, en fait. C'est ça qui est ouf. Ouais, ça fait un épisode, un nouveau chapitre, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis ça casse le rythme, tu vois. Là, je vais avoir 30 ans, donc ça permet de démarrer un nouveau truc, quoi. Est-ce que, dans une optique comme ça, du coup, de construire des bases solides, de pas... parce que, tu vois, la création de contenu... Ça filme, là, ou pas? Bah ouais, je crois, ouais. Ouais. C'est oui. Ok, je sais pas si on était encore dans la conversation. Ah non, c'est l'interview. Nickel. Si ça te va de la faire sous cette forme-là. Ça me va. J'ai rien dit de compromettant, donc ça va. Oui, je t'ai pas... T'as déjà eu des interviews où tu te fais corner, genre on essaie de te faire dire des dingueries? Ouais. Il faut les voir venir, parce que la plupart du temps, les gens sont sympas, ils aiment bien ce que tu fais et tout, donc toi, t'arrives pépère et tout. Et puis alors, c'est quoi tes idées politiques? Et ça, putain, j'ai pas vu venir celle-là. Et donc, ouais, et peut-être qu'il me faudra un peu de média training pour ça. Faut une bonne langue de bois, je fais semblant de répondre, et en fait, j'esquive. C'est ça, moi j'ai tendance à dire tout ce qui me passe par la tête, donc faut faire gaffe. Bon, bah, t'inquiète, c'est un safe place ici. Nickel. Ce que j'allais te demander, c'est sur la création de contenu. Je sais que la création de contenu, il peut y avoir un peu le côté rat race, où t'arrêtes de produire, il n'y a plus rien. Ouais. Là, tu pars en tour du monde. Est-ce que dans ton contenu, et j'imagine YouTube, est-ce que tu sais que tu as des bases, genre des vidéos qui vont de toute façon continuer à performer et tout, ou voilà, comment tu prépares la chose pour ne plus tant dépendre du temps de travail que tu investis? Ouais. Je pourrais essayer de sortir un peu de mon business en créant des tunnels de vente, en créant des systèmes, en me focalisant plus sur la pub et moins sur le contenu organique. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce que j'ai envie. Et en fait, c'est le concept de rat race. Je pense qu'il faut faire attention avec ça, parce qu'en fait, tout le monde est dans une rat race. Ouais. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait réussi à créer un vrai business passif dans lequel il s'investissait pas du tout. La plupart du temps, même ceux qui ont des systèmes automatiques, ils travaillent plus que moi, tu vois. Ils ont des calls toute la journée, ils managent des équipes, etc. Donc pour moi, la question la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées, tu vois. Quel est le style de vie que j'ai envie d'avoir? En fait, à quelle rat race est-ce que j'adhère? Moi, évidemment que je suis dans une rat race, tu vois. Si demain je m'arrête de travailler, mes revenus ils s'effondrent. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme vie, tu vois? Est-ce que j'ai envie d'être à la retraite? Non. J'ai envie de travailler, mais j'ai envie de faire ce que j'aime. J'ai envie d'avoir les journées que je veux, tu vois. Ouais. Et donc j'ai choisi finalement une rat race qui me permet d'avoir ça. Et c'est ça qui est génial avec nos métiers, tu vois, avec le fait de travailler sur Internet, c'est que on a la liberté de façonner notre métier comme on veut. Si t'es quelqu'un qui aime dormir le matin et que t'aimes travailler, je sais pas, entre 21h et 3h du matin, tu peux le faire en tant qu'entrepreneur, tu peux pas le faire en tant que salarié. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est plus moi ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le design du style de vie que t'as envie d'avoir, plutôt que de créer un système automatique qui travaille pour moi, qui me met à la retraite et où je m'ennuie toute la journée, j'ai une crise existentielle. Tu vois. Ouais. Sachant qu'on te montre toujours ce qu'on veut te montrer, mais on voit pas tout non plus. Je pense qu'effectivement, même les trucs automatiques, quand tu creuses, c'est pas toujours si automatique que ça, et il y a toujours un prix à payer pour tout. Ouais, c'est clair. Et du coup, sur la partie un peu... YouTube, toi, tu as testé là les vidéos quotidiennes, donc postées tous les jours, etc. Est-ce que c'est un truc que tu recommanderais à un gars qui débute? Ouais. C'est hyper formateur. Ça t'apprend surtout à ne pas mettre le contenu, la création de contenu sur un piédestal. C'est comme les petits produits quand tu fais de la formation, tu vois. Les gens s'en font une montagne, ils se disent ça doit être parfait, ça doit être génial. Le pire ennemi des créateurs, c'est le perfectionnisme. Ouais. Et en fait, le fait de te mettre une deadline tous les jours, tu peux pas être perfectionniste tous les jours. Il y a des jours où tu te réveilles mal, il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu n'es pas en forme, il y a des jours où tu n'es pas inspiré. Et en fait, le fait de créer du contenu tous les jours, quoi qu'il arrive, ça t'apprend à te faire confiance et à te dire, même si aujourd'hui je ne suis pas très en forme,
je vais créer quelque chose qui est publiable. Et c'est OK, en fait. Et les gens vont pas tous partir et disparaître à cause de ça. Donc ça, c'est intéressant. En plus, ça crée une relation avec ton audience très forte parce que ça crée une habitude. Tu vas faire moins de vues par vidéo, mais ce sera des vues de meilleure qualité. Et c'est des gens qui vont suivre tous les jours. Si tu fais une vidéo de 10 minutes tous les jours, pendant 30 jours, ça fait quand même 300 minutes de vidéo. C'est pas rien, 300 minutes pendant lesquelles les gens vont passer du temps avec toi. Et c'est puissant. Maintenant, c'est sûr que c'est pas la meilleure stratégie si tu veux percer, par exemple, sur YouTube. Autant au format, par exemple, sur Instagram, c'est une très très bonne stratégie pour percer. C'est du contenu court. Autant sur YouTube, ça marchera mieux si tu fais une vidéo par semaine et que tu la travailles un peu plus. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a qu'est-ce que tu vends, par exemple. Si tu vends, évidemment, si tu vends de la pub à des annonceurs, le but, c'est d'avoir beaucoup de vues. Si tu vends tes propres produits, le but, c'est d'avoir des vues de fans, des gens qui sont vraiment engagés avec toi, qui ont envie d'aller plus loin. Donc, contenu quotidien, je conseille au moins sous forme de défi, au moins au début, pendant peut-être 30 jours, 60 jours, 3 mois, jusqu'à ce que la création de contenu se soit familier pour nous. Et ensuite, on peut passer sur un modèle plus simple qui nous étouffe moins. Moi, aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, je fais une vidéo tous les 2 jours, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est parfait, ça me fait une alternance. Quand je faisais des vidéos quotidiennes, j'avais du mal à passer du temps à bosser sur mes formations. Parce que chaque jour, il faut que tu aies une priorité, tu vois. Ça, c'est très important. C'est le seul truc que tu vas bien faire. Et donc, maintenant, je fais un jour sur 2. Donc, un jour, ma priorité, c'est YouTube. J'essaie de faire une bonne vidéo YouTube. Et le lendemain, ma priorité, c'est avancer sur la formation, tu vois, ou sur la page de vente, ou sur le lancement. Et du coup, ça me permet d'avoir toujours toute mon attention sur la tâche importante de la journée. Ouais, tu gardes une tâche, un focus, une journée, deadline courte pour te challenger. Même sur les petits produits, au final, c'est un petit peu ça. C'est horizon de temps court pour rester... du coup, captivé dans le truc. Et donc la vidéo... Et donc du coup, une fois que tu as un peu musclé ta capacité à créer du contenu, via par exemple un défi, toi, si tu devais un peu restart ta chaîne, sans ton nom, sans rien, ou pour un entrepreneur qui voudrait commencer sa chaîne, qui n'a pas encore de nom ou autre, tu conseillerais un petit peu quoi, toi? Enfin, qu'est-ce que tu ferais, toi? Sur YouTube? Ouais, sur YouTube, ouais. Je pense que je commencerai par amorcer une audience en ne postant pas sur ma chaîne, mais en postant là où il y a déjà de l'audience, c'est-à-dire sur des communautés. Donc groupe Facebook, Discord, communauté en ligne. Je m'investis dans la communauté, je me fais un nom, j'aide les gens, je réponds aux questions, je pose des questions, je deviens un membre actif. Ouais. Et petit à petit, je commence à poster un peu moins dans la communauté et un peu plus sur ma chaîne YouTube, mais toujours en lien avec la communauté. Donc par exemple, je vais faire une vidéo qui répond à une question que quelqu'un pose dans la communauté et puis je vais lui envoyer. Ouais. Ça me permettra d'amorcer ma première audience et dès le début d'avoir des gens qui me connaissent et qui apprécient ce que je fais. Et ensuite, je pense que je ferai un maximum de vidéos longue traîne. Donc tu sais, l'objectif, ça va pas être de viser des mots-clés qui sont très concurrentiels, mais plutôt des petits mots-clés. Donc par exemple, test de produits, ça marche très bien. Si je suis dans le domaine de, du son, je vais faire des tests de micro, pas forcément le micro le plus connu, mais des micros moins connus, ou alors un micro connu, mais en prenant un angle qui est vraiment différent. Je vais faire des retours d'expérience, je vais raconter comment j'ai obtenu ça, comment j'ai fait ça, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Surtout si je suis débutant, je vais surtout pas essayer de prendre une position d'expert, mais plutôt prendre une position de quelqu'un qui apprend et qui enseigne au fur et à mesure. Ouais. Toi, tu fais des analyses, par exemple, c'est une très bonne idée, tu vois. Quand tu as une petite chaîne, il faut que tu trouves en fait une source d'attention qui soit supérieure à toi et ta notoriété, parce que tu n'en as pas encore. Et donc, tu vas trouver des sources d'attention extérieures, tu vois. Ça peut être des actualités, des tendances actuelles, des gros créateurs ou des personnalités publiques, des marques. Le nombre de youtubeurs juste dont le concept de la chaîne, c'est parler d'Apple et de ses nouveaux produits. Ouais. C'est incroyable, tu vois. Ouais, et les gens les suivent pas, enfin, ils n'ont pas découvert parce qu'ils avaient envie d'en savoir plus sur cette personne, ils les ont découvert parce qu'ils ont envie d'en savoir plus sur ce produit, sur cette stratégie de marque, parce qu'ils sont intéressés par cette marque. Et tous ces youtubeurs, en fait, capitalisent, parasitent quelque part l'attention qu'il y a déjà autour de cette marque ou de cette tendance. Et après, comment tu shifts? Parce que si tu fais ça, tu attires de l'attention, c'est cool. Mais quelque part, tu fais aussi des vidéos un peu commodité, donc c'est-à-dire qu'elles sont un peu substituables par rapport à une autre chaîne. Genre l'analyse de tel produit d'Apple, en fait, entre ta vidéo et celle d'une autre chaîne qui fait les mêmes trucs, c'est remplaçable. Et en gros, si on te banne ta chaîne, toi, les gens ils vont pas retaper ton nom sur YouTube, ils s'en foutent, quoi. Toi, tu as réussi à créer vraiment une marque où les gens ils viennent pour toi. Tu penses que c'est quoi un peu les éléments aussi qui permettent de le faire? Le but, c'est que les gens, d'abord, ils viennent pour le sujet et ensuite, ils restent pour toi, tu vois.
Donc c'est très important de ne pas être neutre et de ne pas simplement répéter ce que les autres disent, ou de ne pas simplement se battre sur des trucs très anonymes comme la qualité d'image par exemple, mais d'avoir, je pense, un point de vue qui est différent. Tu vois, moi, si par exemple je fais un test de produit, je fais un test de la petite caméra DJI Osmo Pocket il y a quelques mois, qui a bien marché. Et en fait, j'essaye toujours dans ce genre de truc de pas simplement faire le même test que tout le monde en disant alors voilà, là on va tester la qualité d'image, on va tester le micro et donner un avis qui est neutre. J'essaie toujours de le faire avec l'angle qui m'intéresse. Et moi, l'angle qui m'intéresse, c'est si on est un petit créateur de contenu, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on n'a pas une grosse expertise, est-ce que c'est une bonne caméra pour nous? Donc tout de suite, je cible déjà les gens qui vont m'intéresser, qui vont être eux-mêmes intéressés par mes produits, par ma philosophie. Et donc je vais essayer en fait dans une simple review de transmettre une philosophie qui est plus forte, qui est plus profonde, tu vois. Et en l'occurrence, ça va être la philosophie de l'important, c'est pas d'avoir le meilleur matos, mais d'avoir le matos qui va nous donner la motivation et l'envie de créer, tu vois. Donc tu essayes d'avoir derrière quelque chose qui est plus important que simplement parler de ce sujet-là. Tu vois, j'ai fait une vidéo test par exemple aussi sur le dernier iPad en comparant avec un MacBook Air. Pareil, je me contente pas de comparer les specs, j'explique ce que ça veut dire pour moi. Et je dis, le MacBook Air, pour moi, c'est un ordinateur, c'est un appareil de travail. Donc quand je me mets devant, j'ai l'impression que ça va être laborieux, que je vais devoir travailler. Quand je me mets devant un iPad, j'ai l'impression que ça va être un jeu, j'ai l'impression que je vais m'amuser. L'iPad incarne le futur pour moi, alors que le Mac incarne le passé. Et donc je transmets des choses qui vont un peu au-delà d'une simple comparaison factuelle. Et je pense que s'il y a une partie des gens qui ont envie de rester et de continuer à regarder mes vidéos, c'est parce que ça les touche émotionnellement, tu vois. Ça les touche eux-mêmes. Et je pense que c'est un vrai travail à faire, et peut-être qu'il manque à des créateurs de contenu qui ont du mal à créer une marque forte. C'est comment est-ce que je me différencie de ce que disent les autres, et comment est-ce que je transmets des émotions à mon audience. Comment est-ce qu'on va au-delà du sujet. C'est vrai que moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'experts super forts sur ce qu'ils font. Par contre, quand ils t'en parlent, le packaging de l'information, du coup, n'est pas propice à ce que tu le reçoives facilement. Et donc, ils ont le minerai brut, qui est le savoir. Mais par contre, quand ils en parlent, je sais pas, c'est trop compliqué, c'est trop... C'est pas... Voilà. Là où toi, j'ai l'impression que dans toutes tes vidéos, mine de rien, en tâche de fond, il y a aussi une espèce de trame qui est quand même un peu pensée. Je pense que c'est juste que tu as aussi pris l'habitude avec les années, mais en mode problème, solution, vision du monde, comme ça, quoi. C'est vrai, ça ressemble un peu à une page de vente. Tu essaies de voir tout ce qui va pas avec le truc et d'emmener les gens vers une solution. Et ça, c'est excitant, tu vois. Je pense que aussi, peut-être beaucoup de créateurs n'osent pas donner leur avis, donner leur opinion. Et ça fait vraiment la différence. Les gens aiment discuter de ton opinion, ils aiment avoir des opinions. Tu peux dire quand t'aimes pas quelque chose, quand t'aimes quelque chose, pourquoi. Et tout de suite, ça rend la review, le retour d'expérience beaucoup plus intéressante que si tu fais un simple débat factuel, quoi. Et quand tu donnes ton opinion, pour un gars comme toi qui a publié pendant des années, etc., et qu'elle change au bout d'un moment, comment tu gères ça, d'avoir deux clones de toi en ligne qui disent le contraire? Écoute, c'est ce qui fait toi un humain, c'est pour ça que c'est intéressant. Je change souvent d'opinion. En tout cas, mes opinions évoluent régulièrement. Et j'aime bien faire des vidéos justement mises à jour. Genre, j'ai changé d'avis là-dessus, voilà ce que je pense maintenant de ça. Ou alors, parfois, ça peut être aussi t'as enfin découvert le truc qui te permet de changer ton opinion. Par exemple, pendant longtemps, j'ai critiqué les tunnels de vente. C'est une méthode de vente qui fait passer en fait l'audience par plein d'étapes. Un peu technique, ça utilise souvent des logiciels qui sont compliqués, qui sont mal foutus, etc., qui nous font un peu nous arracher les cheveux. Et pendant longtemps, je les ai critiqués. Et récemment, j'ai trouvé une nouvelle façon de faire des tunnels de vente qui est beaucoup plus simple en utilisant des outils que j'aime bien, que j'utilise déjà. Et donc, j'en ai fait une formation, j'en ai fait la promotion. Et en fait, c'est génial, ça me fait un storytelling pour ma formation. Je peux dire, et les gens sont témoins, que j'ai jamais fait de tunnel de vente jusque-là, j'ai toujours détesté ça, trop compliqué, etc. Jusqu'à ce que, et là, j'intègre une histoire. Je rencontre un gars dans le désert qui m'explique qu'il a trouvé un moyen de faire les tunnels de vente en utilisant tel truc, etc. Et donc j'explore et je teste 10 versions différentes, ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas, jusqu'à ce que ça marche. Et en fait, ça a été mon meilleur lancement de l'année, tu vois. Parce qu'il y a une histoire derrière et parce que je suis pas le seul, tu vois, à être avoir ce problème-là. Et le fait que j'ai fini par trouver une solution qui marche, c'est excitant en fait pour les gens qui ont ce problème-là et qui n'ont pas encore trouvé cette solution. Ça amène de la nouveauté, tu vois. Ouais, donc en fait, chaque changement d'opinion est une péripétie dans ton arc narratif. Exactement. Que tu réutilises après pour tes pubs, tes pages de vente, tes contenus. Exactement. Le fait de voir son aventure entrepreneuriale comme une histoire que tu racontes, ça rend tout beaucoup plus intéressant. Moi, quand je me suis lancé, je me demandais pourquoi je me suis lancé à 17 ans. Pourquoi il y a des mecs de 45 ans, des pères de famille qui achètent mes formations à un petit jeune de 17 ans qui n'a pas d'expertise.
je comprenais pas, tu vois, pourquoi il y a des gens qui regardent mes petits vlogs en Asie tout seul avec ma petite caméra mal filmée, etc., avec des b-rolls beaucoup trop longs et de la musique qui casse les oreilles. Pourquoi? Et en fait, je l'ai compris plus tard. C'est que les gens, et parce que les gens me le disaient quand ils m'ont rencontré, ils me disaient, on a envie de suivre ton histoire, on a envie de voir comment ça va se passer. À l'époque, mon histoire, c'était j'ai envie de gagner ma vie sur Internet. Est-ce que je vais y arriver? Je vais tout faire pour ça et je vais tout documenter. Et donc, je pense que quelle que soit sa thématique, même si on n'est pas dans une thématique liée à l'entrepreneuriat, les gens ont soif de connecter avec des humains et ils l'auront de plus en plus avec... on va être de plus en plus confrontés par du contenu généré par IA. Et donc les gens vont de plus en plus, je pense, avoir envie de connecter avec des histoires, avec des aventures, avec des rebondissements. Tu vois, les dramas de youtubeurs, ça marche toujours tellement bien. Ouais, c'est clair. Et je pense que les youtubeurs en jouent un petit peu aussi, tu vois. Parfois, ça relance l'attention sur ce qu'ils font. Et donc, sans créer du faux drama, le fait d'avoir une histoire avec des rebondissements, des changements d'avis, des changements de cap, etc., ça maintient, je pense, un niveau d'intérêt pour ce que tu fais qui a de la valeur. Ouais, c'est clair. C'est clair que du coup, moi, j'aime beaucoup faire aussi des vidéos documentation, parcours, etc. Une fois de temps en temps, là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais du coup, ce qui fait que chaque moment de difficulté, en fait, dans une trame narrative, c'est génial, parce que du coup, les rebondissements, c'est ça qui fait que ça captive, et plus le gap, en fait, entre les hauts et les bas, en gros, plus le bas est bas, plus la fin de l'histoire va être ouf, et plus le lien que ça crée aussi va être intense avec la personne qui visionne. Donc c'est de l'or, en fait, d'un point de vue storytelling. C'est chiant quand t'es d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue storytelling, c'est clair que c'est de l'or. Est-ce que tu penses que YouTube, ça peut être un bon plan pour un débutant from scratch? Je pense que c'est possible. Je pense qu'en effet, ça peut être plus rapide de se lancer sur une plateforme comme Insta ou comme TikTok aujourd'hui. YouTube va être bien pour durer derrière, je pense. Mais c'est possible. Et en fait, aujourd'hui, tu as des créateurs qui, très jeunes ou qui sont pas du tout connus, qui font juste du partage d'expérience souvent, et qui commencent à amasser une audience parce qu'ils ont une DA qui est intéressante, ils ont un style qui est intéressant, ils ont des opinions qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible à condition de ne pas voir YouTube comme une plateforme inaccessible, très complexe, réservée aux grosses productions, mais de se l'approprier, quoi. De se dire j'ai envie d'aller dessus et de faire un truc et de faire un truc honnête, faire un truc sincère. Ça va pas forcément marcher, ça va pas forcément marcher tout de suite non plus, mais c'est un bon bac à sable pour expérimenter. On voit pas mal de créateurs pop en mode Sam Sulek ou très bas niveau de valeur de production, et on sait pas pourquoi ça pop. Est-ce que toi, tu penses que là-dessus, y a une carte à jouer? Ouais, je mettrais quand même un bémol sur Sam Sulek, c'est que tout le monde parle de Sam Sulek parce que justement c'est un peu un ovni. Le gars fait des vidéos sans musique, quasiment sans montage, qui durent 3/4 d'heure, il en fait une par jour, c'est toujours la même chose et les gens regardent. Mais je pense que pour un Sam Sulek, t'en as 2000 qui galèrent, qui essayent de faire ça aussi, et personne ne regarde. Et en réalité, 95% des youtubeurs équivalents en termes d'audience à Sam Sulek, c'est quand même des productions assez importantes, avec beaucoup de budget, etc. Donc je pense qu'il suffit pas de raconter sa life, quoi. Et moi, c'est pas ce que je recommande, tu vois. Je dis pas aux gens juste racontez votre vie, ça va marcher. La plupart du temps, ça marche pas. J'aurais plutôt une approche très pragmatique de dire aux gens trouvez un problème et essayez de le résoudre. Trouver un problème qui est concret, qui est douloureux, qui est courant, et essayez de trouver des solutions créatives, des nouvelles solutions à ce problème-là, et faites une chaîne qui se focalise là-dessus. Généralement, plus on est petit, plus ça va être intéressant d'entrer un peu dans une niche, de résoudre un problème qui est précis, parce qu'on va avoir moins de concurrence. En fait, plus on s'attaque à un problème qui est précis, moins on va avoir de concurrence. Et ensuite, d'élargir petit à petit la thématique pour intégrer d'autres choses, pour raconter un peu aussi son histoire, pour faire un truc qui est plus personnel, etc. Mais en fait, il faut pas arriver à essayer de faire de l'art. Je pense pas que ce soit la stratégie la plus efficace. Je pense que la stratégie la plus efficace, c'est d'arriver à se dire, ok, là, il y a un blind spot, il y a un problème que les gens ont, il y a un truc que je vois que les autres voient pas. Je peux faire du contenu là-dessus et on va voir ce qui se passe. Et si ça marche pas, on tente pendant 2 mois, puis si ça marche pas, on essaye autre chose, puis si ça marche pas, on essaye autre chose, jusqu'à ce qu'on trouve. En fait, je pense qu'une thématique, ça se trouve. C'est pas quelque chose, ça se découvre, en fait. C'est pas quelque chose qui se décrète. Et moi, et comme beaucoup de créateurs, on a commencé dans une thématique en pensant que ça allait marcher parce que c'était ce qui nous intéressait à ce moment-là, mais en fait, il n'y avait pas de marché en face, ça fonctionnait pas, et puis on a pivoté, jusqu'à trouver, en fait, jusqu'à découvrir la meilleure thématique pour nous, quoi. Ouais, elle s'est révélée, en fait, Très au souvent, fur et à mesure du truc. C'est un des avantages aussi de poster beaucoup de contenu, hein. Regarde, par exemple, j'ai une abonnée,
qui était là, peut-être à la rencontre où on s'est rencontrés, elle était là, à la Félicita. Et elle nous expliquait qu'elle s'était lancée dans le chant lyrique parce que c'était sa passion et parce que c'était sa profession. Donc elle commence à faire des vidéos là-dessus, elle fait 100 vues par vidéo pendant plusieurs mois, ça marche pas trop. Et un jour, elle décide de faire une vidéo pour parler de son autisme. Elle fait une vidéo de 40 minutes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'être autiste, qu'est-ce que ça veut dire, comment elle le vit, partage d'expérience, retour d'expérience. La vidéo, elle fait 20 000 vues. Donc qu'est-ce qu'elle fait après ? Elle se dit, ok, il y a peut-être un truc à jouer. Elle commence à faire de plus en plus de vidéos là-dessus. Et maintenant, elle a une chaîne qui marche très bien. Elle fait 5-10 000 vues par vidéo. Elle a plein de sujets autour de ça. Elle a une audience qui la suit. Elle peut commencer à vendre des formations autour de ça. Et en fait, elle l'a découverte quasiment par hasard. D'où l'intérêt de faire beaucoup de contenu et d'expérimenter un peu plein de sujets, surtout au début. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les formations. L'intérêt de faire beaucoup de petits produits, beaucoup de formations, c'est que souvent, on va découvrir des best-sellers qu'on n'aurait pas tenté si on voulait faire une seule formation parce que ça aurait été trop risqué, quoi. Ouais, c'est clair. Et 5-10 000 vues par vidéo, on se rend pas forcément compte si on compare aux influenceurs, mais c'est énorme en vrai pour si tu vends derrière des trucs. C'est vraiment important. Les gens ont des difficultés à se représenter ce que c'est les vues, à faire la différence entre une vue dans une thématique, une vue dans une autre, ou une vue sur une plateforme, une vue dans une autre. Par exemple, une vue YouTube, ça a beaucoup plus de valeur qu'une vue TikTok parce que les gens ont choisi de cliquer sur la vidéo. C'est des vues, les gens vont passer beaucoup plus de temps devant la vidéo. Une vue dans la thématique, je sais pas, du jardinage ou du développement personnel, ça a beaucoup plus de valeur qu'une vue divertissement ou gaming ou humour. Parce qu'il y a il y a un marché qui est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choses à vendre. Dans ces thématiques-là, c'est beaucoup plus facile de vendre, c'est des gens qui ont des problèmes à résoudre, etc. Donc, important d'abord se poser la question, c'est quoi mon modèle économique ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de vendre mon audience ou est-ce que j'ai envie de vendre des produits à mon audience ? Et en fait, si tu choisis les produits, bonne nouvelle, ce sera probablement plus facile et plus accessible, tu n'as pas besoin de devenir une star. Et si tu choisis ça, ça va modifier aussi la thématique que tu fais, tu vois. Tu vas dire, ok, le gaming, c'est sympa, ça peut faire un peu de vues, mais je vais jamais réussir à le monétiser. Par contre, si je parle de comment j'ai eu mon diplôme, je sais pas, d'ingénieur, là, tout de suite, il y a un besoin, il y a une demande, et c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, c'est plus accessible pour moi de commencer à gagner ma vie avec. Et toi, généralement, chez les élèves que tu accompagnes et tout, via tes formations, c'est quoi la manière de monétiser un peu que tu leur... pas toujours pareil, mais un petit peu le système de vente que tu leur recommandes de mettre en place, ça ressemble à quoi ? Les produits, généralement, c'est coaching, prestation de services et formation en ligne. Formation en ligne étant pour moi un petit peu le Graal parce que c'est vraiment le coaching que tu peux faire à l'échelle et qui te rend vraiment libre parce que tu n'as plus de rendez-vous. Mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas l'idéal pour démarrer. Pour démarrer, souvent, c'est beaucoup plus rentable de faire du coaching. Le modèle, c'est tu te fais connaître autour de ton sujet. Tu deviens un peu le monsieur ou la dame qui parle de tel sujet, tu vois. Et ensuite, tu crées de la confiance avec ton audience pour que, un peu la grande sœur ou le grand frère, tu vois, la personne en qui ils peuvent faire confiance, qui va les aider, etc. Et ensuite, tu commences à sortir des produits, tout simplement. Et tu les vends par email, par exemple Tu les vends par email, construire sa liste email assez tôt. Pourquoi ? Parce que ça marche beaucoup mieux de vendre par mail que de vendre sur les plateformes. Et parce que tu peux toucher tout le monde par mail, alors que les plateformes, ça va être filtré par l'algorithme. Et ensuite, tu fais des lancements, tu envoies des séquences email. C'est pas très complexe. Aujourd'hui, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on a des outils tout en un. Moi, j'utilise Podia, par exemple. Je fais tout sur Podia. Je crée mes pages de capture d'email, j'ai ma newsletter, j'envoie des emails, je rédige des emails. J'ai mes produits qui sont émergés, j'envoie mes offres pour mes produits et mes coupons de réduction. Je fais tout sur Podia. Donc avant, il fallait des tas d'outils différents. C'était long, c'était compliqué, c'était cher. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus accessible de faire ça. Et tu penses qu'il faut combien d'abonnés pour prétendre déjà avoir un truc un peu qui tient la route pour peut-être en vivre, même de manière un peu minimale, mais... Alors, moi, le créateur le plus... le plus efficient que j'ai trouvé en termes de ratio nombre d'abonnés revenus, c'est un créateur qui était dans la confiance en soi, qui faisait à peu près entre 400 et 600 vues par vidéo, même pas, je crois entre 300 et 600 vues par vidéo, et qui générait 15 000 € par mois de vente de formation. Donc c'était des vidéos YouTube quotidiennes, donc ça explique aussi le nombre de vues qui est plus faible, mais de gens qui étaient très fans. Et derrière, il avait un bon système de vente. Il lançait des produits tous les 15 jours, je crois. Avec une promo par mail. Il avait quasiment tout le monde qui s'était inscrit à sa liste email parce qu'il avait fait plein d'appels à l'action.
Et voilà, en fait. Et ça quand tu parles de ça, beaucoup de gens ne te croient pas. Beaucoup de gens te disent non, c'est impossible. En fait, c'est pas impossible quand tu imagines que ces 400 personnes, c'est pas juste un chiffre sous ta vidéo YouTube, mais c'est 400 vraies personnes. Imagine, tu les rassembles dans une salle. C'est énorme. Si tu te dis, je peux pas gagner ma vie avec ces 400 personnes dans une salle, c'est que tu es très peu créatif finalement, tu vois. C'est pas compliqué. Sur les 400 personnes, il suffit que tu en aies 10% qui soient intéressés par tes produits et hop, tu commences à gagner ta vie avec, quoi. Ouais, c'est clair, parce que je trouve qu'on mesure... En fait, les plateformes ne nous donnent que des métriques qui les intéressent, elles, à savoir le nombre de vues, la rétention, les trucs comme ça. Mais nous, en vrai, on bosse pas pour eux, tu vois. Ouais. Et ce qu'on mesure pas, c'est l'intensité de chaque vue, tu vois. Ouais, totalement. L'intensité du lien. Moi, je le vois parce que, tu vois, par exemple, quand je poste des vidéos sur ma chaîne, des analyses de stratégie de contenu d'entrepreneurs, etc., et que je me retrouve après en call avec des entrepreneurs qui veulent développer la leur, et bah, nous, c'est ce qu'on les aide à faire, et ben en fait, je vois qu'il y en a certains où l'intensité du lien, elle est déjà beaucoup plus haute par rapport à quand moi, je vais faire un call commercial plus à froid, tu vois, et je vais faire un call avec un gars qui me connaît pas, et là, on part avec un niveau de confiance, mais... Et en fait, dans nos vidéos, je pense qu'on laisse transparaître des choses nous, on s'en rend même pas compte. Mais tu vois, des fois, j'avais un gars, je sais plus, la semaine dernière, qui me disait écoute, je prends pas souvent de call, mais je sais pas, dans ta vidéo, j'ai senti que c'était le gars avec qui il fallait que je parle. J'ai senti. Bah, moi, tu vois, j'étais ok, je m'en doute. Bah, ok, j'étais pas au courant, tu vois, que. Pour moi, j'avais juste fait une vidéo, elle avait fait tant de vues, point. Mais en fait, il y a plus que ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on parlait de la différence de valeur d'une audience, d'une plateforme à une autre, d'un sujet à une autre. Il y a aussi une différence de valeur de prospect ou de lead, enfin d'inscrits en tout cas à ta liste email, en fonction de la source. Par exemple, moi je dépense peut-être 15 000 € par mois en publicité. Ça représente un quart de mon chiffre d'affaires à peine, tu vois. YouTube, c'est beaucoup moins d'inscrits, peut-être 20% de mes inscrits, alors que la publicité c'est 80%, mais c'est 50% de mon chiffre d'affaires. Donc les gens qui viennent de YouTube achètent beaucoup plus que le trafic froid qui vient de la publicité. Et ça, bon, nous on le sait, tu vois, c'est pas une surprise. Mais tout le monde ne le sait pas et c'est important d'expliquer aussi à quoi ça sert de créer du contenu. Ça sert pas juste à gagner des inscrits ou à gagner des clients. Ça sert aussi à qualifier ces personnes-là, à en faire des gens qui vont en fait nous faire confiance. Parce que c'est ça, les gens, ils n'ont pas simplement besoin de savoir qu'on a une offre. Ils ont surtout besoin de savoir qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'ils vont pas être déçus en achetant cette offre-là. Donc chaque contenu que tu crées, tu renforces un peu plus cette confiance. Surtout quand tu es généreux et que tu délivres de la valeur. C'est clair. Et à une époque, j'avais mis... Donc tu parlais des métriques YouTube, et c'est vrai, les métriques YouTube, c'est pas très trompeur. À une époque, j'avais mis en place un système qui me permettait de savoir tous les inscrits qui venaient de chaque vidéo et combien ils avaient dépensé derrière en achat de formation. Et par exemple, j'avais une vidéo qui avait bidé complètement. Tu vois, elle était affichée 10 sur 10 sur YouTube. Je l'ai fait un peu à l'arrache. C'était le matin, j'étais fatigué, j'étais pas bien réveillé. C'était une vidéo sur comment monter un petit business sur Facebook à l'époque. Et en fait, la vidéo a été une des vidéos qui m'a apporté le plus de chiffre d'affaires. Genre, je pourrais plus te dire combien, mais c'était peut-être quelque chose comme, je sais pas, 50 000, 70 000 € de chiffre d'affaires pour une vidéo. La vache. Alors qu'à côté, j'avais des vidéos qui avaient fait 10, 20 fois plus de vues et qui avaient rapporté que dalle, soit parce que j'avais pas fait d'appel à l'action à l'intérieur, soit parce que ça m'attirait une audience qui était beaucoup moins qualifiée que celle-là. Et c'est ce jour-là que j'ai compris vraiment l'importance de ces vidéos un peu sous le radar, qui vont t'attirer une audience très qualifiée. Évidemment, derrière, il faut avoir un bon système de vente. Ouais, mais c'est incroyable parce que ça veut dire que l'effort que... Enfin, tu as pris une vidéo, tu as passé peut-être une journée à la faire, elle te ramène derrière 70 000 € de CA. C'est, même pas, franchement, c'était une vidéo que j'ai faite en 2 heures, quoi. Bah, encore plus, quoi. Genre l'effet de levier. Ouais, avec un montage quasiment inexistant. C'était vraiment à l'arrache, quoi. Donc, et ça, YouTube te le dira jamais. Ouais. YouTube s'en fiche. Est-ce que toi, tu traques un peu, du coup, stratégiquement en disant, bah, ok, là, je vois que tel type de vidéo rapporte généralement plus, il faut que j'en fasse plus? Ou est-ce que tu laisses plus parler ton kiff de ouais, bah, je suis créateur, je vais là où ça me fait kiffer? Moi, j'alterne entre les deux. Si tu fais que des trucs qui marchent mais qui te font pas kiffer, il y a un moment où tu te pètes un câble. Tu pètes un câble et surtout, ta chaîne va perdre de son intérêt, quoi. Ça va se voir en fait que c'est pas que ça t'intéresse pas. Et... Donc maintenant, j'essaie vraiment d'alterner entre des vidéos qui sont pensées pour la recherche, donc des vidéos en commun typiquement, qui généralement bident à leur lancement mais qui marchent bien sur la durée. Ouais. C'est assez fou, hein, YouTube. Parfois, pendant 1 an, la vidéo bide, et après elle commence à monter, puis ça fait une belle exponentielle, et ça devient une de tes vidéos les plus vues, parce qu'elle est référencée numéro 1 sur la recherche, quoi, sur le mot-clé de recherche.
Donc j'alterne entre des vidéos recherche, pensées pour la recherche, des vidéos plus un peu courts, qui vont super bien qualifier l'audience et qui vont créer beaucoup de confiance. Ouais. Et des vidéos beaucoup plus fun pour moi, qui vont être des reacts, des vidéos où je me lâche, où je donne mon avis sur quelque chose, où je parle d'un sujet qui m'est cher, ou d'un truc très personnel qui n'a rien à voir avec le business. Tu vois, j'ai fait une vidéo récemment sur comment arrêter l'alcool a amélioré ma vie. Ouais. Ça va pas m'attirer des prospects qualifiés, mais ça intéresse, je sais que ça intéresse une partie de mon audience. Et ça me permet de créer une relation qui est un peu plus profonde que juste, je parle juste de mon sujet. Ouais, ça consolide ton univers en fait. Exactement, ouais. Exactement. Les vlogs aussi, c'est pareil, tu vois. Les vlogs, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très efficient, mais c'est fun à créer. C'est les vidéos qui sont les plus fun à créer, surtout quand tu voyages et tout. C'est fun à monter aussi, c'est les seules vidéos que je monte. Ça fera jamais plus de vues que les gens qui me suivent, parce que quelqu'un qui te suit pas, il y a aucune raison, qui te connaît pas, il y a aucune raison qu'il regarde un vlog de toi. Mais c'est fun à faire et c'est ce qui fait aussi que les gens restent intéressés par ce que je fais et qu'ils s'en lassent pas, tu vois. Parce que de temps en temps, il y a des rebondissements. J'achète une maison ou j'arrête un truc ou je fais une vidéo coup de gueule sur un truc qui m'énerve et hop, ça fait un peu de débat, ça fait parler, ça relance l'attention. Je pense que c'est important. Ouais, c'est assez feuilletonnant, quoi. On suit l'évolution de l'aventure. Et... Totalement, ouais. Toujours garder en tête ce côté storytelling où tu racontes un peu ton histoire. Et d'ailleurs, je pense que l'audience récompense la prise de risque aussi. C'est un truc kiffant quand tu disais le mec de 40 ans qui regarde le jeune de 17 ans que t'étais, pourquoi il regarde? Peut-être un côté genre, ah bah lui il prend le risque de se barrer sur notre continent, de faire son truc et par procuration je vais pouvoir vivre ça avec lui. Et peut-être me faire un kiff et aller acheter chez lui et faire pareil plus tard, quoi. Et du coup, toi, comme tu vends majoritairement là, de l'information, c'est-à-dire que tu fais pas forcément du coaching, il y a beaucoup de mecs comme Alex Hormozy et tout qui disent vous donnez toute l'information, donnez tous les secrets gratuits et vendez l'implémentation. Donc typiquement, toi, ce serait je donne toutes les méthodes sur YouTube et après je vous vends un accompagnement pour le déployer chez vous. Toi, en l'occurrence, t'es pas sur ce modèle-là, t'es plutôt sur de la vente de formation. Ouais. Du coup, comment tu arrives à arbitrer entre ce que tu donnes gratuitement et est-ce que tu donnes tout gratuitement, sachant que tu vends aussi des formations qui sont aussi une forme de... Tu vois, de... Je me limite pas sur ce que je dis dans la vidéo. Je me dis pas ça, faut pas que je le dise parce que je le garde pour la formation. Je pense que c'est important d'être... d'ouvrir les vannes, quoi, d'être généreux sur le contenu. Ouais. Et en fait, pour moi, la formation, c'est... une méthode qui est complète, qui est finie, qui va t'amener d'un point A à un point B. Les vidéos YouTube, c'est des pastilles de contenu, d'inspiration, de technique, mais ça va pas te donner la méthode complète. À moins de faire une vidéo de 3 heures, tu vas rarement avoir la méthode complète, et donc souvent il va y avoir... on va pouvoir avancer un peu sur un point, mais on va pas tout avoir, et puis ça va être dans le désordre aussi. Tu vas avoir un jour une vidéo sur tel sujet, un jour une vidéo sur un autre, et puis ensuite on reparle de tel sujet. Il n'y a pas de cohérence en fait. La formation, c'est vraiment un produit. Il faut le voir comme un produit. Donc un produit, hop, j'ai un problème, j'ai ce produit, je fais entrer ce produit dans ma vie, je résous mon problème et j'avance. Les vidéos, c'est plus, ok, c'est lundi, il y a une nouvelle vidéo, tiens, c'est un sujet qui peut m'intéresser, je vais la regarder. C'est pas vraiment toi qui décides que le produit va résoudre ton problème. C'est plus, ah bah tu regardes la vidéo parce qu'il y a une vidéo, quoi. Et donc, je pense qu'il faut pas se limiter dans le contenu qu'on donne sur YouTube. Moi, j'ai jamais eu l'impression que mes vidéos YouTube pouvaient cannibaliser la vente de formation. De toute façon, les gens qui voudront pas payer, ils paieront pas. Et il y aura toujours une minorité de ton audience. Il faut accepter que ce soit une minorité et qu'une majorité profite de ton contenu gratuitement, mais il y aura toujours une minorité de ton audience qui va acheter tes formations si tu fais des bons produits bien ficelés, séduisants et que tu les vends bien, quoi. Ouais. Comment t'as développé la compétence, toi, de la vente? C'est un truc que tu étais à l'aise... Enfin, c'était ton sujet de départ, quoi, ou... Pas du tout. En fait, il faut apprendre, hein, il y a des plans. Le mieux, c'est de commencer par un plan. Moi, j'en donne dans mes formations, il y a des plans, alors 10, 15, 20 étapes. Et donc, en fait, tu vas t'entraîner à faire des pages de vente en suivant ces plans-là. Donc, au départ, ça va être un peu maladroit. On va voir vraiment que tu suis un plan. Voir les ficelles et tout. Puis, au fur et à mesure, tes transitions, elles seront mieux, sera plus naturel, sera plus subtil, sera mieux fait. Et au bout d'un moment, on n'aura plus du tout l'impression que tu suis un plan. On aura juste l'impression que tu es très persuasif. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas progresser. Tu as des bouquins entiers qui ont été écrits sur le copywriting, qui sont très bons. L'art d'écrire pour vendre. Mais je pense que le plan, c'est vraiment la base. Moi, je suis devenu bon en vente à partir du moment où j'ai suivi des plans. Et le plan, c'est des trucs tout bêtes. C'est tu commences par une promesse, puis ensuite tu parles des problèmes, puis ensuite les fausses solutions que les gens ont essayé qui n'ont pas marché, et puis le mécanisme derrière ta solution, l'histoire de comment tu as trouvé la solution,
des preuves que ça marche, donc des captures d'écran, des images, des explications. Ensuite, tu vas présenter l'offre, puis ensuite tu vas lister tous les bénéfices de l'offre, mais en gardant un petit peu de mystère pour pas tout balancer. Tu vas ajouter des garanties, des bonus, tu vas répondre aux objections, tu vas pouvoir, enfin il y a plein de petits ingrédients aussi que tu vas pouvoir ajouter, par exemple la technique des 2 options. Donc aujourd'hui, vous avez 2 options, soit vous le faites vous-même en glanant des infos à droite à gauche sur Internet. Ça peut marcher, mais ça risque de prendre du temps et vous allez buter sur des problèmes techniques. Soit vous achetez la formation, je vous prends par la main, on fait tout ensemble, je filme mon écran, je vous montre tout de A à Z, vous ne pouvez pas vous planter, quoi. Et en fait, ça permet d'amener l'offre subtilement et de donner envie d'acheter l'offre sans être un gros bourrin et sans commencer par acheter ma formation est géniale. En fait, le but quand tu vends une formation, c'est de ne quasiment pas parler de ta formation, quoi. En fait, tu parles du résultat que la personne veut atteindre, du mécanisme que tu as trouvé et qui permet d'atteindre ce résultat d'une manière plus rapide, plus efficace, plus facile, plus agréable. Et en fait, après, tu as juste à dire « Ok, puis au fait, j'ai une formation, quoi ». En fait, les gens, tu les auras tellement chauffés avant avec tout ça que après, quand tu vas dire j'ai ma formation, ils vont même pas regarder, ils vont cliquer, quoi. Et plus tu vas les préparer à l'avance, plus ça va marcher. Par exemple, ma formation mini-tunnel, qui était mon best-seller, je l'ai beaucoup teasé à l'avance parce que quand j'ai cherché les méthodes qui marchaient, j'en ai parlé à mon audience. J'ai fait des vidéos YouTube pour dire « Ah, ça y est, j'ai enfin un tunnel qui marche, quoi ». Et puis je montre un peu comment ça fonctionne, et puis je montre ce qui n'a pas marché, etc. Et puis j'en parle régulièrement et je dis ok, j'ai découvert un nouveau truc que je viens d'ajouter, et les gens ils sont tellement chauds à la fin que j'ai juste à dire ça y est, c'est prêt, il faut cliquer ici. Et en fait on a la moitié, ils lisent même pas la page de vente, ils cliquent, ils achètent, quoi. Ouais, tu teases. D'ailleurs, c'est ce que tu es en train de faire là sur un prochain gros produit que tu prépares. Donc pareil, là en fait, dès que ça va sortir, l'audience est préchauffée sur le truc. Ouais. Plus tu passes de temps à parler à l'avance, plus ça va être facile au moment où tu vas lancer le produit. Ouais. Et c'est vrai que sur ces structures de vente, ça marche bien. Enfin, tu vois, quand je vois tes pubs passer et tout, ça te hook. En fait, chaque passage de la pub te donne envie de rester celle d'après. Et puis à la fin, c'est vrai que t'es là, bon, bah, en fait, j'ai vraiment envie d'acheter le truc. Ouais. Et ça c'est vraiment... C'est impressionnant. Et d'ailleurs, tu utilises aussi ça dans tes contenus, cette structure-là? Assez souvent. Je le fais de manière moins formelle. Quand je fais un plan de vente, quand je fais une page de vente, j'ai toujours le plan à côté et je le suis de manière assez scolaire. Quand je fais une vidéo YouTube, souvent je pars juste d'une page blanche et j'improvise. Okay. Mais évidemment, on retrouve des éléments qu'il y a dans les pages de vente. On retrouve un peu des structures similaires. Et d'ailleurs, parfois, quand tu fais une vidéo de vente sur YouTube, c'est des vidéos qui vont bien marcher justement parce que tu as suivi cette structure psychologique efficace. Mais tout ça se ressemble beaucoup. Quand tu vois une conférence, par exemple, la personne a suivi une structure qui est à peu près similaire. Il y a beaucoup de gens qui ont un tunnel avec du trafic qui arrive, pub ou YouTube, une VSL, donc une vidéo littéralement de vente où c'est un concentré de tout ce que tu viens de dire, mais au format peut-être un peu plus long que la pub qui, elle, est juste là pour agiter un peu le problème et faire venir le mec dessus. Et après, soit un call pour vendre du coaching, de la prestation de service, etc., soit directement un produit. Voilà. Toi, est-ce que c'est un truc... Toi, t'as pas vraiment ça. Toi, c'est plutôt pub, produit direct. Alors, quand je lance un produit, je fais une pub, généralement, qui va davantage cibler les gens qui me connaissent déjà et qui va en effet les envoyer directement sur le produit. Mais sinon, non, mon tunnel, c'est je fais une pub, alors je fais du contenu. Les gens s'inscrivent pour recevoir un lead magnet, très classique. Hein. Ouais. Et derrière, quand c'est dans le cadre d'un mini-tunnel, ils reçoivent 1 ou 2 mails vers une formation avec une promo qui expire au bout de 24-48 heures. Et soit ils achètent le produit, soit ils ne l'achètent pas. Mais en tout cas, s'ils ne l'achètent pas, ils sont inscrits à ma liste. Donc, ils seront tenus au courant quand il y aura des nouvelles offres. Ils vont voir les futurs contenus. Donc, ça leur laisse le temps de créer de la confiance, quoi. Ouais, ok. Ouais, tout ça, c'est comment on crée une confiance avec une audience. Mais il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Il n'y a pas un tunnel qui marche et puis les autres qui ne marchent pas. Ou il n'y a pas un système... C'est vraiment un problème que j'ai avec le marketing aujourd'hui, c'est qu'on te vend des systèmes qui sont super sophistiqués, super alambiqués. On te dit si tu fais pas ça, ça va jamais marcher. Faut faire un webinaire toutes les semaines et puis faire des groupes WhatsApp, 15 groupes WhatsApp et envoyer à tout le monde en même temps. Et puis ensuite, il faut envoyer à tout prix un SMS 15 minutes avant. Et puis ensuite, 3 mails après, tel jour et tel jour. Et en fait, non, tu vois, tu as aussi des histoires de gens qui ont une bonne audience sur Insta, qui ont vraiment réussi à créer de la confiance et tout en créant du bon contenu.
Et puis un jour, ils lancent leur produit et ça fait 150 000 euros, tu vois, ils n'ont rien vu venir. Parce que les gens, en fait, ils l'attendaient, ils ont visé juste. Tu vois, un truc qui est beaucoup plus simple, par exemple, que de s'embêter avec des systèmes alambiqués, c'est trouver juste des bons concepts de produits. Tu as déjà fait les 3/4 du boulot. Entre mes produits qui ont le mieux marché et mes produits qui ont le moins bien marché sur les 4 dernières années, il y a une différence de x 70. Le produit qui a le moins bien marché, il a fait 1 000 euros. Le produit qui a le mieux marché, il a fait 70 000. Et sur les, je sais pas, sur les 6 mois là, qui précèdent, il y a une différence de x 10, je crois, ou x 15 entre le pire et le meilleur. Donc là, on se rend pas compte d'à quel point juste trouver un bon concept de produit, t'as déjà fait le plus gros du travail. Un bon concept, un bon nom, viser juste. Et ça demande pas des systèmes complexes, ça demande pas plus de travail, ça demande juste de la réflexion, de l'astuce, bien connaître son audience et prendre le temps de se poser pour trouver le bon concept, quoi. Et ça demande aussi de l'expérience, évidemment. Plus tu auras lancé de formation, plus ce sera facile de viser juste. Mais je devrais juste dire aux gens de se méfier de ce discours de si tu veux que ça marche, il faut à tout prix faire tel truc avec la VSL, le machin. Non, enfin moi j'ai fait des pages de vente texte avec c'est juste un email copié-collé sur la page de vente, ça a fait des dizaines de milliers d'euros. J'ai fait des pages de vente vidéo sur YouTube qui ont bien marché aussi. J'ai fait des pages de vente podcast. J'ai un de mes premiers gros lancements qui a bien marché, c'était juste un audio de vente, quoi. Et ça a bien marché. Et c'est pas ça en fait qui fait que ça va marcher ou pas, quoi. Ce qui fait que ça va marcher ou pas, c'est vraiment le concept, quoi. Est-ce que tu vises juste, est-ce que tu vises pas juste, est-ce que ton audience te connaît, est-ce qu'elle te fait confiance, est-ce qu'elle donne de la valeur à ton expertise, au résultat que tu peux lui permettre d'avoir. Et tout le reste, en fait, c'est que des modes. Les webinaires, on nous saoule avec les webinaires, mais ça fait 10 ans enfin 15 ans même que c'est une technique de vente éprouvée. Il y en a qui le font, il y en a qui l'ont fait évoluer, il y en a qui le faisaient il y a 10 ans, il y en a qui le refont aujourd'hui, puis ils redécouvrent l'eau chaude et t'expliquent que c'est une révolution alors que les mecs faisaient quasiment exactement la même chose il y a quelques années. Et en fait, c'est juste des modes. C'est juste des modes. Et en fait, les modes, ça expire assez vite parce qu'au bout d'un moment, tout le monde voit ça, surtout quand c'est très spécifique. Au bout d'un moment, tout le monde fait exactement les mêmes pages de capture, exactement le même design même des pages de vente, parce que les gens développent une sorte de paranoïa et si je fais pas exactement comme ça, ça va pas marcher. Tout le monde fait exactement la même chose. Le public, il est fatigué de voir exactement la même chose. Donc la mode doit changer. Il y a un nouveau gars qui arrive avec un nouveau format et tout le monde dit « Ah, c'est génial, c'est ce qu'on attendait depuis toujours. » Mais ça changera. La vérité, c'est que les techniques de vente, elles n'ont... Moi, je fais la même structure de vente depuis 10 ans. Et ça n'a pas changé, c'est la psychologie humaine. Ce qui change, c'est juste la forme. Donc, ok, tu peux suivre des modes et tu peux tester des trucs différents, mais c'est pas très important, quoi. C'est pas ça qui va faire le C'est la succès. surface, quoi. Mais les fondamentaux, finalement... Il y a des gens qui font des pages de vente qui sont moches, mais vraiment moches, et qui convertissent très bien, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de règles autour de ça. Et voilà, faut s'autoriser à expérimenter ce qu'on a envie de faire et pas forcément ce qu'on nous dit de faire, quoi. Jérémy Coleman, avec qui je taffe beaucoup, lui, certaines de ses pages de vente, c'était un Google Doc. Ouais. Et bien ça a cartonné. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Tu vois, c'est clair que finalement, c'est le message. Et tu as dit un truc qui est comprendre son audience, la sonder aussi. Toi, je sais que tu as une vraie communication avec l'audience. Tu vois, par exemple, moi, ma chaîne YouTube, pour l'instant, c'est plutôt moi qui poste des vidéos. Je vois les commentaires, j'y réponds et tout, mais j'ai pas le côté communauté, je pense, comme toi tu peux l'avoir. En mode, tu as un groupe Telegram, tu vas faire des sondages, tu as un vrai truc de l'audience est partie prenante, tu vois, du process. C'est quoi un peu toi le truc qui te permet de passer de cette step de créateur de contenu, peut-être où c'est un peu descendant, tu vois, c'est je drop le contenu et voilà, à la partie vraiment j'ai une vraie communauté, tu vois. J'ai pas une audience, j'ai une communauté. Ouais. Alors, moi, si tu veux, j'ai pas vraiment de plateforme sur lesquelles les gens peuvent se retrouver et tout. Par contre, ce que je fais, c'est que je considère un peu mon audience comme un contact dans mon téléphone, comme un bon ami à qui j'ai envie spontanément de partager mes découvertes. Donc, si je découvre un truc qui est excitant, je vais en faire une vidéo YouTube ou je vais le poster sur Telegram rapidement à mon audience pour qu'elle prenne connaissance de ça, même si c'est pas fini, si tu veux. Même si c'est encore en cours de découverte, même si je suis pas sûr encore de mon truc, même si je peux changer d'avis plus tard, j'ai un peu ce truc-là de me dire j'ai pas besoin d'être arrivé à la fin de l'histoire, si tu veux, pour partager ça avec mon audience. J'ai pas besoin d'avoir trouvé la méthode définitive. Je pourrais toujours faire une mise à jour plus tard. Et donc je pense qu'il y a ce côté très rapide en fait entre le moment où je suis enthousiaste pour quelque chose et le moment où je transmets à mon audience, qui aide à créer un peu ce lien où les gens se disent ok, c'est la dernière trouvaille d'Antoine.
tiens, c'est intéressant, on va tester de nos côtés, etc. Donc, et je les invite un peu à... Il y a aussi un truc beaucoup de... Je les invite à tester aussi. En fait, j'essaie d'avoir un truc où, ok, j'ai découvert ça, maintenant on va tous le faire ensemble, quoi. Plutôt que de dire, je fais mon truc de mon côté, et puis vous faites vos trucs de votre côté. Et ça, je pense que ça aide. Après, moi, je pense pas être le meilleur là-dessus non plus. Comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment d'espace où j'ai une communauté. Moi, je discute peu finalement avec mon audience. Okay. Je crée des contenus et je les envoie. Et après, je considère que c'est pas de mon ressort. Si j'ai trop de familiarité, trop de proximité avec mon audience, ça peut me mettre un peu mal à l'aise. Par contre, ce que je fais maintenant de plus en plus, c'est des rencontres, tu vois. Ça, j'adore, tu vois. Parce que ça, c'est beaucoup plus naturel en fait et spontané que des trucs online en fait où c'est que des messages ou des chiffres. Donc les rencontres, j'en ai fait à Paris, là j'en ai fait une récemment à Montpellier. Généralement, on est une trentaine, quarantaine de personnes. Il y a une bonne ambiance, les gens connectent les uns avec les autres. C'est là aussi que tu vois que tu as une audience de qualité et ça te motive à continuer à les servir. Donc c'est bon pour toi aussi, pour ton moral, pour ta motivation. Ça doit être cool ça, de voir les gens pour qui tu as contribué à changer un peu leur vie quelque part. Parce que je pense que même si tu vends des petits produits, peut-être que pour pas mal ça a été la porte d'entrée à un nouveau chemin. Donc ça, c'est vrai que ça doit être cool aussi pour garder le Ouais, bien le sûr, feu. bien sûr. Écoute, merci pour cette conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao.